Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du No Way Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jade Maraval. Jade, athlète de haut niveau en athlétisme et plus particulièrement en lancer du javelot. Donc c'est vraiment un plaisir de te recevoir, Jade, aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, pourquoi je reçois Jade aujourd'hui? Peut-être que Jade est peut-être pas forcément connue du grand public, mais vous allez voir qu'elle a une carrière déjà assez riche à son actif. Et pourquoi je souhaitais la recevoir aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que j'ai la chance de bien m'entendre avec son préparateur physique, Romain, bien connu puisqu'il est l'un des cofondateurs de Labo RNP. Donc, pour ceux qui sont un petit peu sur les réseaux sociaux et qui suivent le monde de la préparation physique, vous n'avez pas pu passer à côté des trois loustiques. Donc voilà, je suis beaucoup le travail de Romain et j'aime beaucoup vraiment l'approche qu'il a avec notamment avec Jade et bien entendu beaucoup de ses athlètes, mais particulièrement avec Jade notamment sur le lancer du javelot parce qu'on retrouve beaucoup de choses similaires à ce que moi j'ai l'habitude de faire en gymnastique et du coup bah, je voulais qu'on ait un échange à ce sujet. Jade, il est de tradition de se présenter en début de podcast parce que bien entendu, comme je le disais, tu fais partie des personnes qui sont pas forcément très médiatisées et pourtant tu n'en es pas des moindres. Donc Jade, eh bien, écoute, je te laisse te présenter. Tu as toute liberté. Eh ben merci. Donc déjà, bonjour à tous. Je suis vraiment contente qu'on puisse faire cette vidéo parce que c'est vrai que c'est important pour moi qu'on puisse voilà, connaître un petit peu plus le sport, donc surtout le lancer de javelot parce que c'est pas très reconnu en France. Donc moi, j'ai 22 ans. J'ai commencé l'athlétisme, j'avais 7 ou 8 ans, il me semble. J'étais assez jeune. Au départ, je faisais un petit peu toutes les disciplines. J'ai commencé par de l'heptathlon. Et petit à petit, je me suis orientée sur le lancer de javelot parce qu'on voyait qu'il y avait potentiellement voilà, quelque chose à faire dans le haut niveau. Donc voilà, je me suis, on va dire, depuis que je suis cadette, donc il me semble que je devais avoir 14 ans à peu près, hein, je ne sais plus. Je me suis spécialisée et depuis, ben voilà, je suis toujours avec mon coach depuis que j'ai commencé l'athlétisme et je me suis aussi mise avec Romain Cacciamenta en tant que préparateur physique pour m'accompagner, voilà, pour avoir, on va dire, vraiment un vrai staff autour de moi pour évoluer dans la meilleure des façons. Ok, donc Voilà. athlétisme, bah, forcément, hein, comme beaucoup, on commence l'athlétisme forcément par un petit peu de les différentes activités qu'on va pouvoir retrouver dans l'athlétisme. Et la chance qu'on a dans l'athlétisme, c'est de pouvoir peut-être se spécialiser un petit peu plus tard. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de manière un petit peu plus avancée pour ceux qui connaissent pas forcément le lancer du javelot? Tu l'as dit, aujourd'hui, c'est une discipline qui n'est pas forcément connue du grand public en France. Est-ce que toi, tu as déjà des pistes de réflexion de pourquoi cette discipline n'est pas forcément très connue? Est-ce que ça vient du fait qu'il n'y ait jamais eu peut-être de grands performeurs français ou Mm. de grandes performeuses françaises qui font que la discipline est un petit peu méconnue, contrairement à ce qu'on peut voir au niveau bah, du sprint ou au niveau notamment par exemple de la perche, où il y a une vraie école de la perche en France qui fait la notoriété et qui fait qu'on en parle beaucoup plus. Est-ce que tu as déjà, toi, une vision là-dessus? Bah, c'est sûr que tout de suite, quand on a un champion, bah, ça fait toute la différence. Renaud Lavillenie nous a quand même permis d'ouvrir vraiment la perche en France. Et du coup, maintenant, à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus connu. Les haies, pareil, parce qu'on a quand même eu des grands champions aussi. Donc, c'est sûr que je pense que tant qu'on n'aura pas euh, une ou un athlète qui va vraiment performer dans des grandes compétitions, en France, ça ne sera pas reconnu. En Allemagne, par exemple, c'est très, très reconnu le lancer de javelot. En Finlande ou dans les pays de l'Est, c'est vachement plus reconnu puisqu'il y a eu des bons athlètes et tout de suite, ben, ça fait plus parler et ça donne plus envie aussi, je pense, aux gens d'apprendre à connaître ces disciplines-là. Mais je pense que bah là, déjà, Théoura, qui a fait quand même une bonne saison, alors il s'est blessé, mais je pense que ça a permis de remettre un petit peu aussi le lancer de javelot dans le devant de la scène en athlétisme. Mais bah voilà, j'espère que je pourrai aussi, par la suite de mes performances, bah voilà, montrer à la France ce qui est vraiment le lancer de javelot. On peut avoir souvent un peu une mauvaise pensée que c'est un peu un sport de brute, alors que c'est tout le contraire. Il faut énormément de finesse et alors certes, il y a beaucoup d'explosivité, mais c'est aussi ouais, vraiment de la finesse et réussir à mettre toute sa force dans juste, on va dire, aller un bâton, c'est très fin, c'est comme une pièce de 2 euros en dimension. C'est quand même, va falloir beaucoup de technique et va falloir être, ouais, je sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est une expérience, c'est vraiment long à acquérir en technique pour comprendre le mouvement et acquérir un bon geste pour pouvoir lancer loin.
Alors du coup, c'est peut-être aussi ce qui peut peut-être expliquer un petit peu alors peut-être pas, je vais peut-être y aller fort en disant ce désintérêt, mais en tout cas, ce qui fait qu'il y a un Mm, intérêt qui soit peut-être pas forcément très important pour le lancer du javelot, parce que comme tu le dis, notamment sur les disciplines de sprint, sur les disciplines, alors sur la perche, ça se vérifie pas vraiment, mais en tout cas, sur les disciplines telles que le sprint, la longueur, etc., il y a certes beaucoup de travail, mais on va déjà peut-être beaucoup miser sur des qualités physiques déjà intrinsèques, alors que le javelot, la perche, des disciplines peut-être un petit peu plus pointues sur le plan technique, bah, peut-être vont nécessiter un petit peu plus de travail, vont peut-être nécessiter un petit peu plus de talent. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, vu de l'extérieur, je ne suis pas un fin connaisseur de l'athlétisme, même si j'adore regarder l'athlétisme. J'ai l'impression qu'il y a quand même des pays où il y a des écoles un petit peu, comme tu disais tout à l'heure, on parlait de la perche, on parlait notamment des haies. Il y a vraiment, j'ai l'impression, une école française autour de ça, une vraie culture en tout cas autour de mm. ça, parce on parle bien entendu de Renault, mais avant, on a eu des Jean Galfione, on a eu voilà, des athlètes qui ont quand même marqué un petit peu la discipline. Est-ce que tu penses que ça peut peut-être aussi être lié à une culture qui est peut-être pas forcément très importante du javelot en France? Est-ce que tu penses que... Alors moi, j'ai un avis là-dessus, je pense que peut-être en tout cas, l'Allemagne est très réputée pour les sports de lancer, que ce soit sur le marteau, que ce soit sur le disque, que ce soit sur le poids, que ce soit sur le javelot. Je pense qu'il y a une véritable culture, une véritable école. Quel est ton avis là-dessus? Mais je pense qu'en France, en fait, c'est un tout. Déjà, je pense que s'il y a des athlètes qui performent, tout de suite, ça donne plus envie aux jeunes d'en faire. Et s'il y a plus de jeunes qui veulent en faire, on va dire que les coachs vont peut-être aussi plus s'y intéresser. Du coup, c'est un petit peu un cercle vicieux parce que si on n'a pas d'athlètes, ben tout de suite, cette épreuve va pas forcément être connue. Donc, il y aura pas forcément des gens qui vont s'y intéresser. Donc, la technologie ne va pas aussi évoluer. C'est comme on disait, là, dans mon club, j'en ai un, il a fait les championnats de France de perche plus jeune. Et ils ont, on va dire, un bilan avec une technologie pour savoir quel angle ils ont sauté, à quelle vitesse, tout ça, que nous, au javelot, on n'a même pas en étant en élite. Donc, je pense Ok. qu'au-delà de ça, il y a vraiment déjà, vu qu'il n'y a pas assez de nombre ou il n'y a pas assez de personnes qui perfent, qui font que le tout autour n'est pas mis en place aussi pour aider le javelot à performer. Ben, je sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est aussi un vrai ouais, c'est ensemble, quoi. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un athlète qui perf. Et au-delà de ça, après, tout de suite, les choses se mettent en ordre. Par exemple, en Allemagne, je vois le lancer de javelot. Il y a Christina Oberföll qui a performé, qui a fait des médailles, tout ça au javelot féminin, et ils ont fait une salle exprès pour lancer depuis l'intérieur, mais on lance à l'extérieur. Et du coup, D'accord, ouais, j'ai vu ça, Johannes ouais, sur les réseaux. Vetter, lui, il bénéficie de cette salle vu qu'il y a eu avant lui une athlète qui a performé et qu'on a fait cette salle pour elle. En fait, je Ok. pense vraiment que s'il y a une performance sur un athlète, tout de suite autour, il y a des choses qui se mettent en place, mais le avant, ben, faut réussir à faire avec ce qu'on a et donner vraiment le plus qu'on peut pour parfait. Et après, on a plus de choses autour de nous qui vont se mettre en place. Et du coup, je pense aussi la notoriété se met derrière. Mais il faut vraiment, pour moi, je pense, ouais, un athlète qui perf et qui marque un peu les esprits et qu'on se dit, waouh, ce qu'il fait, c'est purée, c'est impressionnant. Et du coup, ben, après, ça enclenche plein de choses. Ouais, donc concrètement, en gros, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans beaucoup de disciplines. Toutes les personnes que j'ai l'occasion de recevoir sur ce podcast, qui sont athlètes de haut niveau, qui sont dans des disciplines forcément qui sont pas forcément trop reconnues, parce que c'est aussi l'objet de ce podcast, de pouvoir mettre en avant des personnes qui n'ont pas forcément la parole, à qui on ne donne pas forcément la chance de pouvoir s'exprimer sur leur discipline. Et j'ai toujours l'impression que c'est la même chose. Il faut tomber un peu sur un extraterrestre, un mec qui va arriver un petit peu un mec ou une nana, hein, bien entendu, qui va arriver à se démarquer parce qu'un talent hors norme, parce qu'une force de travail hors norme, etc. Et qui fait que lui, malgré, sans avoir forcément trop de moyens, va être capable de perfer pour ensuite pouvoir ouvrir pardon, la voie aux autres. Je trouve ça triste, malheureusement, bah, c'est un triste constat qu'on peut retrouver dans beaucoup de disciplines. Est-ce que pour les gens qui ne connaissent pas le milieu du javelot, pour avoir une idée un petit peu de ce que représente la discipline, est-ce que tu as un ordre d'idée déjà de combien vous êtes, par exemple, lorsque vous faites un championnat de France élite, et même plus globalement, combien, alors c'est une question peut-être un petit peu complexe, parce que même moi, je sais que je serais pas capable d'y répondre sur mon sport, mais est-ce que tu sais à peu près combien il y a de pratiquants dans le javelot en France? Alors là, c'est un peu une question piège parce qu'en vrai, je sais qu'on avait regardé avec mon coach, mais en fait, les bilans, ils s'arrêtent à une certaine performance minimale Ok, sur la Fédé pour pouvoir descendre, on va dire, dans les bilans. Donc,
Non, Franchement, je après, voudrais voilà, pas dire de je te pose bêtises. la question, Ouais. je te pose la question, mais en tout cas, visiblement, c'est assez dérisoire. Et en élite, tu sais à peu près combien vous êtes à peu près Alors, en fait, en élite, on est sélectionné. Alors, en hiver, on est 8 et en été, je crois, on est 16 ou 12 je sais Ok, plus. Non, il me semble que c'est 12 et après, on fait de finale directe. Les 8 premières terminent les 3 derniers lancers et les autres sont ok, éliminés du concours. Mais en fait, ouais, on est sélectionné à la performance, en fait. Ils veulent vraiment que. Parce qu'un concours, quand on est au-delà de 8 c'est long et du coup, pour nous, c'est plus compliqué de rester dedans, tout ça. Donc, ouais, tout ce qui est ok. concours élite, c'est souvent entre 12 8 et 12. Voilà. Ce qui en dit long, est-ce qu'il y a un renouvellement régulier ou globalement c'est toujours les mêmes athlètes? Bah, en fait, ça tourne selon un peu aussi les âges, parce que quand on est plus jeune, on lance du plus léger. Ok, Donc, du coup, à partir de junior, là, ils lancent le même poids. Donc, souvent, il y a des nouveaux jeunes qui reviennent. Ça remonte à chaque fois. Puis, les vieux, à bout d'un moment, arrêtent. Mais souvent, ça reste quand même assez longtemps. Au lancer femmes, pour moi, elles restent au moins jusqu'à, en moyenne, 28 35 ans. Elles continuent de ok. lancer. Donc, ça dure quand même assez longtemps. Parce que je pense que quand on a acquis une certaines techniques et puis que ben voilà on a une expérience, si on arrive à garder le physique, on arrive à garder notre niveau ou plus ou moins on va dire on peut rester longtemps dans la discipline donc après ça dépend des années. Là cette année il y a un peu je trouve je pense que c'est après les Jeux, on va dire tous les grands, ils se sont dit allez c'est la dernière année, on donne Ouais. tout puis après on s'arrête et puis là il y a tous les jeunes qui arrivent donc là, je trouve que ça change un petit peu cette année, mais par rapport aux autres années, ça dépend. Ça dépend. On est plus, tu l'expliquerais, et je pense que d'ailleurs ça s'explique dans beaucoup de disciplines, hein, parce que j'ai l'habitude de rencontrer, d'échanger avec pas mal d'athlètes dans le haut niveau, quel que soit le secteur. Et c'est vrai que les années post-olympiques, c'est toujours un petit peu ça, entre ceux qui vont prendre une pause post-olympique, ceux qui ben, sont en fin de carrière, ceux qui Mm. mettent leur carrière un petit peu en stand-by parce que pour des raisons diverses et variées, ils savent pas s'ils vont repartir sur un cycle, etc. C'est sûr que c'est compliqué. Est-ce que toi, là, par rapport aux jeux, par rapport aux Jeux de Paris, est-ce que tu as senti un engouement? Est-ce que tu as senti des moyens supplémentaires? Alors ça, c'est une question que je pose un petit peu à tout le monde parce que aujourd'hui, l'idée est de se dire que on nous avait vendu un petit peu la candidature de Paris et les Jeux Olympiques de Paris comme un vrai game changer qui allait vraiment apporter un vent nouveau sur le sport français. Bon, malheureusement, on a vu qu'il y a eu des coupes budgétaires à peine 4 mois après. Est-ce que toi, aujourd'hui, en tant qu'athlète de haut niveau, est-ce que tu ressens un mieux en termes, alors je vais pas dire financier, mais en termes structurels, en termes d'aide, en termes d'apport, ou est-ce que tu as l'impression on n'a pas plus bougé que ça? Quel est ton point de vue là-dessus? Bah, moi, de mon niveau à moi, et après, moi, je suis dans, après, ce qui est aussi différent, c'est que je suis pas dans une structure, je suis pas dans un crêpe, je suis vraiment, moi, je suis restée dans mon club à Ok, domicile, donc voilà. Au niveau vraiment régional, pour moi, il n'y a pas eu de changement. Franchement, on fait avec, bah, on a toujours fait comme ça, c'est-à-dire on se débrouille, on essaye de créer notre staff autour de nous, on essaye d'avoir bah, des aides de la région, tout ça, mais en vrai, les jeux, il n'y a pas eu une grosse, il n'y a rien eu de grosses trop en retombées. plus, Ouais, ouais, non. Bah, ce qui nous ont été donnés depuis le début, ils n'ont pas pu faire mieux pour nous préparer. Et on va dire qu'ils ont essayé au niveau régional déjà de nous donner au maximum ce qu'ils pouvaient faire à leur niveau. Et voilà, après, non, il n'y a pas eu, au niveau structure, il n'y a pas eu de gros changements. Bah, nous, on n'a pas de salle en tant qu'athlète, on n'a pas de salle dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est la seule région où on n'a pas de salle d'anneaux pour ok. faire des compétitions. Mhm. Après, sinon, on a des halls, des halles, on va dire des halles. On en a à Besançon, à Dijon, mais c'est quand même Ouais, compliqué. ouais, bien Voilà, sûr, c'est pas voilà. évident, ouais. Ouais, ouais, j'ai vu Moi, que je vous êtes. m'entraîne dans un gymnase normal, en fait, c'est un gymnase de hand. Et Ok, juste, on met un filet, on tire avec des sangles pour pouvoir que je lance la balle et le javelot dedans. On a mis des balles de tennis. Bah, voilà, on a essayé vraiment de mettre en ouais, place des solutions pour aider, mais en soi, on a vraiment pas ouais, de salle. Même moi, ce que je disais toujours, d'avoir juste du tartan, parce que déjà, de lancer en basket, c'est totalement différent que de lancer bien en sûr, bien pointe. sûr. Et ça, c'est vraiment un gros point. Donc, on a essayé de voir si on pouvait installer là dans le gymnase où je suis un bout de tartan pour au moins pouvoir faire. Mais bon, c'est quand même toujours des aménagements à faire et on n'a pas non plus quelque chose de simple et facile en termes de structure, quoi.
C'est très intéressant en tout cas ton témoignage parce que il rejoint bien entendu le témoignage de beaucoup d'autres athlètes français qui vivent un petit peu les mêmes conditions que toi. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Tu m'as dit je suis pas en structure de haut niveau. Aujourd'hui, comment ça marche sur l'aspect fédéral au niveau de l'athlétisme? Parce que tu vois, si je te prends l'exemple, alors je vais te parler d'un sport que je connais parce que c'est un sport dans lequel je baigne depuis 30 ans, dans le milieu de la gymnastique où aujourd'hui, nous, si tu n'es pas en structure de haut niveau, ou en tout cas en structure assimilée au niveau, donc que ça soit des Crêpes ou que ça soit des Pôle France ou des Pôle Espoir, très clairement, tu es pas en mesure d'être sélectionné dans le collectif France et Mm. encore moins de participer à des échéances championnat d'Europe, championnat du monde ou Jeux Olympiques. Comment ça fonctionne en athlétisme? J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu plus une liberté et en tout cas une confiance qui est apportée au club qui me semble un petit peu plus grande. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Alors bah, déjà après là je parle vraiment pour le lancer de javelot parce que par exemple on a la mince comment ça s'appelle à Paris L'INSEP? l'INSEP pardon purée, je connais d'habitude l'INSEP par exemple le lancer de javelot il n'y a pas de coach donc Ok, déjà la base on peut pas aller donc nous il y a le Krebs de Strasbourg où il y a un coach il y a le Krebs il me semble de Nancy et après il y a Bouloriste qui est en principe il me semble le Krebs national où c'est là où ils regroupent le javelot. Sauf que en fait, bah, moi, on m'avait proposé, bah voilà, je savais que voilà, les portes étaient ouvertes, mais c'est vrai que personnellement, moi, j'ai toujours plus accroché avec mon coach et que j'ai toujours voulu rester avec lui parce que je me suis toujours dit si ça marche, je préfère rester là où ça marche. Et en plus, bien sûr. bah voilà, il y a ma famille, il y a mon cocon, bah voilà, moi, c'était mon équilibre pour moi. Mais après, au niveau des sélections, c'est vrai que je pense que c'est quand même. Alors, il y a déjà eu des passes droits, tout ça, parce qu'on s'entraîne avec un coach de fédé, tout ça, ça a déjà existé et tout. Mais je pense quand même que vu qu'on marche à la perf, si la perf est faite, si les conditions sont respectées dans les conditions qu'ils nous mettent, par exemple, si on gagne les championnats de France et qu'on fait telle perf, s'ils nous sélectionnent pas, c'est impossible. Ben, en fait, voilà, c'est des critères à respecter. Et si ces critères sont respectés, il n'y a pas de lieu, on va dire, de ne pas être pris, tout ça. Donc, je pense qu'à l'athlétisme, c'est quand même voilà, plus avantageux. Si on n'est pas en crêpe, on n'est quand même pas mis de côté. Mais il y a déjà eu des petites histoires que s'il y en a un, par exemple, au relais, qui s'entraîne avec un coach fédéral, bah, il va être pris et pas un autre qui s'entraîne que de son club. Mhm. Bah voilà, il y a déjà eu des petites histoires comme celle-ci, mais je pense quand même qu'à l'athlétisme, la chance, c'est que si on fait des minima et qu'on respecte les conditions, on est sélectionné même si on n'est pas dans un club, quoi. C'est très intéressant ce que tu dis. Alors pourquoi je te pose cette question? Parce que je sais que dans certains sports, et notamment encore une fois dans le milieu de la gymnastique, Mm. c'est assez fermé, c'est assez obtus. Et tu as dit quelque chose qui me semble extrêmement important, notamment parce que tu es une jeune athlète, mais tu es déjà, entre guillemets, une jeune femme, alors que dans le milieu de la gymnastique, on a des athlètes qui sont encore des enfants, qui doivent partir en structure de haut niveau, Mm. etc. Et à qui on impose finalement de changer à la fois de structure d'entraînement, donc c'est parfois pas facile parce que il y a des fois une vraie fusion qu'il y a entre le coach et l'athlète qu'on ne retrouvera peut-être pas par la suite en structure de haut niveau. Donc ça, c'est un premier risque et tu l'as parfaitement évoqué. Et puis la deuxième chose, c'est comme tu le disais, à mon sens, c'est quelque chose qui est très, 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 très sous-estimé aujourd'hui dans beaucoup de structures fédérales et dans le sport de manière générale, c'est qu'aujourd'hui, on sous-estime complètement l'impact de l'environnement de l'athlète. Moi, j'aurais tendance à dire, aujourd'hui, quand je le dis, tout le monde me dit, mais t'es complètement fou. Moi, j'ai tendance à dire que 75% de la performance d'un athlète vient de son cadre de vie et le fameux terme de lifestyle. Quand vous êtes chez papa et maman, vous êtes dans la famille ou peu importe, ou vous êtes en tout cas proche d'un environnement qui est sain, dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez épanoui, il y a quand même de grandes, 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 grandes chances que vous performiez plus que par rapport à des athlètes qui vont avoir tendance à être un petit peu à l'écart de ce cocon familial, comme tu disais. Et ça, je trouve ça très important et je n'arrive pas à comprendre, et c'est pour ça que je te posais cette question, est-ce que ça existe en athlétisme?
Je n'arrive pas à comprendre que certaines fédérations puissent encore être obtus à ce point-là. Nous, on a le cas en gymnastique, comme je te disais, où on a des athlètes qui surperforment en club, c'est-à-dire, mais quand je te dis qui atomisent tout le monde, je vais faire un parallèle avec ton sport. C'est comme si aujourd'hui, toi, tu fais 55 mètres et que les athlètes en structure de haut niveau, elles, en font 50, tu vois. Tu vois, il y a un écart qui Mm. est abyssal. Et ben, on arrive à ne pas sélectionner ces athlètes parce qu'elles ne sont pas en structure de haut niveau, alors que c'est des gamines qui ont 13 14 ans et qui ont encore besoin de leur famille, etc., et qui se sentent parfaitement bien, où le cadre est propice, il y a un vrai suivi, etc., notamment dans des clubs où il y a des moyens financiers, il y a des moyens Mm. financiers qui ont été mis, une vraie structuration. Et c'est pour ça que je te pose la question, parce que euh, je me rends compte qu'il y a certaines fédérations qui jouent parfaitement le jeu. Et en effet, tu as complètement raison dans le sens où, à partir du moment donné où il y a la performance, moi, je pars du principe, qu'est-ce qu'on en a à secouer que cette Mm. personne-là soit en club, soit en structure de haut niveau, etc. Alors moi, j'ai mon petit avis qui est un petit peu plus tranché. Je pense qu'aujourd'hui, on paye des gens à la tête de fédérations ou dans des structures de haut niveau. Donc forcément, bah, il faut bien justifier leur salaire. Donc ça, c'est mon avis. Et puis, des fois, on aime bien éteindre des gens qui performent avec peu de moyens, mais par contre, qui sont bons. Comme tu disais tout à l'heure, moi, j'ai mon entraîneur en club et il sait comment je fonctionne, etc. D'ailleurs, on en reparlera après parce que c'est un point qui est très intéressant. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est capital et c'est très bien que tu le soulignes, c'est l'aspect voilà, cocon familial. Donc, je reviens sur ce que tu disais justement et ça va faire la transition. Tu disais que depuis le début, tu étais avec le même entraîneur. Mm. Quel est le rôle et la relation qu'il y a entre ton entraîneur, Romain, sur la partie préparation physique, et toi, comment ça fonctionne? Qui est le moteur du projet? Comment vous avez réparti un petit peu les rôles pour t'amener à la performance? Alors, bah, déjà, on part souvent, bah, on arrive à partir en stage tous ensemble, tout ça, parce que Romain, je le vois quand même à distance, on travaille à distance. Mais Romain, il veut vraiment rester que sur la partie prépare physique, alors qu'il a été lanceur de Ouais, bien javelot. sûr. Voilà. Donc, du coup, moi, j'aime bien aussi, parce que du coup, je sais qu'il sait exactement Il ce sait de que quoi je il parle, vis, de parce quoi il parle. qu'il l'a vécu aussi en tant qu'athlète. Donc, ça, je trouve que c'est important aussi, parce que c'est pas toujours facile de trouver des gens qui ont fait la même discipline que moi et qui comprennent, parce que même des kinés, tout ça, des fois, qui comprennent le mouvement, tout ça, bah, c'est pas toujours simple. Donc déjà, ça, c'était un bon point. Mais je pense qu'ils m'ont mis tout de suite en tant que moteur du projet. Ils veulent que ça soit moi qui soit vraiment preneuse de décision de ce que je veux faire. Après, eux, vraiment, ils sont là pour m'encadrer, pour aller dans le bon sens de ce qu'ils pensent être le mieux pour moi. Et on est beaucoup dans l'échange, en fait. Donc déjà, ça, c'est ce que j'ai toujours aimé, puisque moi, j'avoue que j'ai besoin de dire ce que je ressens. J'ai besoin de dire que... Parce que je sais qu'en ressenti, au niveau du javelot, techniquement, il y a beaucoup de choses, c'est des intentions et j'ai besoin de dire ce que je ressens au moment technique, ce que je fais. Et c'est vrai qu'avec mon coach, on a beaucoup discuté de ce qu'on voulait. On se dit vraiment techniquement les approches qu'on aimerait, le résultat qu'on aimerait avoir, où on passe. Et après, je pense que Sylvain et Romain, ils ont aussi beaucoup de discussions qui ne veulent pas forcément que moi je sache, mais que eux discutent entre eux pour Mhm. ben, voilà, que je puisse encore plus perfer ou qu'est-ce qui m'amènerait à faire mieux, tout ça. Mais c'est vrai que il y a toujours eu vraiment beaucoup d'échanges. Ils prennent vraiment en compte ce que je demande, tout ça, parce que moi, depuis le début, j'aime la compétition, j'aime performer, tout ça, mais j'ai besoin de m'amuser. J'ai besoin aussi que ça soit un petit peu ludique, que bah, des fois, il y ait ces petits challenges, tout ça. Et du coup, mon coach a toujours fait pour que je ne m'ennuie pas, pour qu'on puisse varier les entraînements, qu'il y ait plein de choses et que du coup, ben, je m'y retrouve aussi parce qu'il sait très bien que si je me fais plaisir, et ben derrière mentalement mon équilibre il sera Eh bien beaucoup sûr. meilleur et du coup ma performance sera meilleure. Et c'est vrai que c'est ce qui a toujours marché, c'est qu'il a toujours entendu le fait que moi ben j'avais besoin voilà de m'amuser et du coup lui aussi il a beaucoup d'humour tout ça donc du coup ça emmène aussi dans l'entraînement voilà bon on s'amuse on rigole on se fait des blagues et du coup, c'est vrai que moi, tout de suite, c'est beaucoup plus ludique et beaucoup plus appréciable. Et même si des fois, bah, il y a des jours où j'ai pas envie de m'entraîner parce que ça arrive, et ben du coup, il va être là pour voilà me motiver, ou il va rigoler, ou il va faire quelque chose pour qu'on puisse voilà mettre un peu d'entrain dans l'entraînement. Et c'est vrai que moi, ça a toujours marché et c'est ce qui a fonctionné tout le long. C'est que voilà, je me suis toujours sentie bien et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi à performer tout le long avec ce coach. Depuis le début. Et je pense aussi la chose qui est très bien, c'est que mon coach, il a toujours cherché à entendre les avis des autres
Et après, nous, on reprenait ensemble les avis techniques qui, eux, pensaient d'un avis extérieur, parce que vu que lui, il me connaît depuis toute petite, il sait mon évolution, mais quelqu'un qui me voit du jour au lendemain, il peut se dire, ah bah tiens, elle fait ça, pourquoi? Et du coup, il pourrait nous donner un axe technique, mais nous, selon le travail qu'on a fait, on va se dire, bah c'est peut-être pas quelque chose qui fonctionne pour moi, parce qu'on a déjà testé, ou on est passé par là, ou enfin voilà. Mais du coup, lui, il est très ouvert, il a envie encore plus d'apprendre, et je pense qu'il a aussi évolué pendant mon évolution, parce il a voulu rechercher encore d'autres axes techniques, il a voulu s'ouvrir à d'autres choses. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche, parce que il n'est pas un genre de coach à vouloir s'accaparer, et à ne pas vouloir partager. Il n'est pas du tout dans ça. Et je pense que c'est ce que j'apprécie aussi, parce que moi, j'aime beaucoup bah voilà, avoir l'avis de quelqu'un d'autre, de savoir ce qu'il pense de ce que je fais, de ce que je pourrais mieux faire. Et moi, après, avec mon coach, de revoir, bah, de se dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien ou ce qui me correspond, et après de mettre en place certaines choses. Donc ouais, voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup et que je suis toujours restée avec, bah, même avec Romain, parce qu'on discute énormément. C'est vraiment l'échange et voir moi comment je me sens et ce que j'aime et ce que j'aimerais ressentir pour lancer tout ça. C'est vrai que c'est des vraies clés aujourd'hui et je pense que c'est un vrai game changer qui est, je pense, très très sous-coté. C'est comme tu l'as dit, tout simplement l'échange et mettre l'athlète au cœur de son projet. D'autant plus que bah, tu es une personne adulte, donc c'est forcément beaucoup plus facile pour arriver à se prendre en main. Quand je dis facile, je dis bien facile au regard de, par exemple, moi qui entraîne de jeunes athlètes, qui entraîne des athlètes à partir de 6 ans jusqu'à 18, 19 ans. Et puis après, elles partent en études supérieures, rejoignent d'autres structures ou tout simplement arrêtent parce que les études supérieures font que. Moi, je suis pas dans une structure de haut niveau, je suis dans une structure club, donc qui s'apparente un petit peu à celle que toi tu connais. Mais je pense que voilà, cette notion d'échange et de relation, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire, notamment quand je fais des formations avec d'autres coachs, d'autres entraîneurs, ou même sur des podcasts, quand j'ai l'occasion d'échanger avec d'autres entraîneurs, c'est de dire que des fois, il y a des choses qui sont pas palpables. C'est-à-dire il y a des relations qu'on ne peut pas forcément expliquer. Et des fois, même, il y a certains parents qui se sentent un petit peu désarmés en disant, mais j'arrive pas à comprendre cette relation que vous pouvez avoir juste des fois dans le regard, dans la manière de ressentir l'athlète d'un côté ou l'athlète de ressentir l'entraîneur. Des fois, il y a pas besoin d'échange. Et je pense que cette relation, elle se crée en effet avec le temps. Et il y a beaucoup d'entraîneurs qui disent qu'à un moment donné, il faut changer peut-être d'athlète, il faut pas garder ses athlètes toute une carrière, etc. Moi, je suis assez partagé sur ce sujet-là parce que je pars du principe, il y a toujours des contre-vérités. De toute façon, on prend un mec comme Usain Bolt qui a toujours eu, je crois que c'est Glenn Mills, son entraîneur, toujours eu le même coach. On prend un Michael Phelps en natation qui s'est toujours entraîné avec Bob Bowman. Enfin, il y a plein de contre-exemples, et puis bien entendu, il y a des athlètes qui en effet ont besoin d'un changement assez régulier parce qu'ils ont besoin d'aller voir quelque chose de nouveau, ont besoin de changement et voilà. Et je pense qu'il n'y a pas de vérité dans ce sens-là. Et des fois, j'ai l'impression qu'on impose un petit peu aux athlètes certaines choses. Et je pense que c'est peut-être la chance que tu as justement d'être en structure club, de pouvoir avoir cette proximité qu'on ne pourrait peut-être pas forcément avoir avec un staff national, même si attention, je mets pas tout le monde dans le même bateau, mais on sait parfois que dans les staffs nationaux, notamment pour avoir discuté avec certains entraîneurs dans différentes disciplines, beaucoup me disent, bah, le problème c'est on est un petit peu pris entre le marteau et l'enclume, où d'un côté, on aimerait pouvoir dire certaines choses à nos athlètes, et puis d'un autre côté, il y a le système fédéral qui verrouille un petit peu aussi la communication, ou en tout cas qui met des garde-fous. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que finalement, la sortie, c'est l'athlète qui subit un petit peu la situation. Et on se rend compte que même certains athlètes m'ont même confié des fois en me disant, bah, en fait, moi, je préfère lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Parce qu'à un moment, à lui ou elle, lui dire ce qu'il a envie d'entendre, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, j'ai pas envie de me faire virer. Je trouve ça absolument Ouais. incroyable. Et ça me refait penser à un podcast que j'ai écouté il y a peu de temps avec Patrick Mouratoglou, qui expliquait qu'il est entraîneur de Serena Williams, pour ceux qui ne connaissent pas, qui expliquait qu'il disait, moi c'est simple, le jour où j'ai commencé à entraîner Serena Williams, je lui ai expliqué il y aurait de contrat ni entre elle et moi, et ni entre moi et elle. Et en fait, le seul contrat qu'on avait, c'était le contrat moral, c'est-à-dire où moi, je devais lui prouver tous les jours que j'étais le meilleur entraîneur pour elle, et que elle devait me prouver tous les jours
que j'étais la meilleure joueuse que j'ai jamais entraînée. Et je trouvais cette notion très intéressante. Et il dit quelque chose à un moment donné, c'est de dire un entraîneur qui a peur de perdre son athlète ne fera jamais performer son athlète pour la simple et bonne raison, c'est qu'il ne lui dira jamais les vérités. Mm. Et c'est très intéressant dans ce que tu dis parce que toi, on sent qu'il y a, tu vois, un vrai échange où tout le monde se dit tout. Et pour le coup, et en plus de ça, on sait que, notamment quand on crée son propre staff, bah, c'est pas forcément évident parce que toi, tu peux avoir des affinités avec Romain, mais peut-être que Romain n'aura peut-être pas forcément d'affinité avec ton entraîneur ou vice-versa. Et ça, c'est des choses qui sont pas forcément évidentes. Comment d'ailleurs tu as intégré Romain dans le cursus? Est-ce que c'est par ton entraîneur ou est-ce que c'est Mm. toi qui as dit moi, je sens que j'ai la nécessité d'avoir besoin de quelqu'un d'autre en support. Comment ça s'est passé un peu? Alors, ça s'est passé dans l'année cadette, au moment où je me suis spécialisée au javelot. Mon coach, il me coach pas que moi, on est vraiment tout un groupe et il coach toutes les disciplines. Et vu qu'il sentait que bah, voilà, je commençais à prendre, on va dire, de l'ampleur, plus d'entraînement, plus de compétition, même de haut niveau, tout ça, il s'est dit, je préfère que quelqu'un prenne sa prépa physique pour que moi, je me sente pas débordée et que bah, voilà, on rajoute quelqu'un extérieur qui puisse nous dire, donner son avis. Et en fait, Sylvain avait demandé, bah, c'était au Crêpes de Strasbourg. Et Romain était au Crêpes de Strasbourg à ce moment-là. Il faisait la prépa physique, il me semble, ou un petit peu. Et du coup, on a pris son contact. Et en fait, c'est mon coach qui a vraiment lancé le projet, on va dire, préparateur physique. Moi, j'étais pas contre. Moi, j'étais ouverte un petit peu à tout. Moi, mon but, c'était d'être meilleure. Donc, si on me proposait quelque chose pour être meilleure, allons-y. Et c'est vrai que tout de suite, ça a bien matché. Romain, il est tellement à fond. Que ça, il est motivant juste par son envie de faire, en fait. Et Ouais, il c'est un a mec toujours envie. incroyable. C'est un mec Ouais, incroyable. franchement, Ouais. il a une énergie qui donne envie. Donc, voilà, ça s'est fait. Et depuis, ben voilà, ça doit faire 8 ans que, 7 ou 8 ans que je travaille avec Romain. Et j'adore. Et voilà, j'ai réussi à progresser. Bon, après, il y a eu des hauts et des bas avec les blessures, avec tout ça. Mais Forcément, bien sûr. voilà, mais je pense qu'on a fait un bon bout de chemin et voilà, et Romain est très à l'écoute, il fait pour que ça se passe toujours dans le meilleur, il me demande toujours ce que je ressens, toujours mes ressentis et ils discutent énormément avec Sylvain de ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent aussi vis-à-vis de mes performances. Donc non, ouais, c'est ça, ça a commencé entre Sylvain et Romain et après, ben, moi, ça a bien marché aussi. Donc du coup, on a continué sur cette lancée depuis 8 ans. Cet épisode est sponsorisé par la marque Larocque Fitness, concepteur et fabricant français de matériel de fitness. Disposant d'une large gamme de produits allant du matériel classique pour salle commerciale jusqu'au matériel de musculation en passant par une large gamme dédiée à l'entraînement fonctionnel, Larocque propose du matériel de très haute qualité et le tout made in France. Son savoir-faire, son expertise et sa quête perpétuelle d'innovation dans le milieu du fitness font d'elle une marque de référence sur le marché. S'appuyant sur les préparateurs physiques et entraîneurs de terrain, Larocque développe sans cesse de nouveaux outils pour répondre aux demandes et aux exigences de terrain, équipant ainsi de très nombreuses structures de très haut niveau. Vous souhaitez en savoir plus sur la marque et vous équiper avec ce qui se fait de mieux en matière de matériel de fitness, c'est le moment d'en profiter et de bénéficier de moins 20% sur l'ensemble de leur gamme grâce à notre collaboration. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode. Ouais, et c'est vrai que tu as, comme tu l'as précisé, alors là, c'est le petit, c'est la petite minute émotion, mais c'est vrai que si Romain est un mec vraiment à la fois attachant, vraiment d'une gentillesse absolue, toujours prêt à échanger le bon mot au bon moment, etc. Moi, j'ai eu de la chance de le rencontrer à deux, trois reprises. On a eu de la chance de faire des stages ensemble. Et notamment, on s'est rencontrés l'année dernière au Elite Training Symposium, on a pu échanger longuement. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension d'un mec à la fois passionné, passionnant, qui maîtrise son sujet, qui va sans cesse ouvrir son champ de compétences pour permettre de vraiment donner le meilleur à ses athlètes. Et puis, bah, cause à effet, où en plus de ça, c'est un ancien lanceur, donc forcément, ça t'apporte quelque chose un supplément d'âme, j'aimerais à dire qui fait la différence et dans lequel il peut vraiment connaître tes ressentis. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est appréciable. Moi, j'ai l'occasion de préparer des athlètes dans le cadre de leur préparation physique. Et c'est vrai que des fois, moi, toutes les personnes que j'encadre, j'aime pratiquer leur discipline. Donc, c'est-à-dire que si je n'ai jamais pratiqué, je vais prendre le temps d'aller pratiquer 2, 3 mois.
ne serait-ce que pour faire une introduction, et après j'essaye de maintenir cette pratique pour essayer de comprendre et de m'imprégner de la culture qu'il y a dans la discipline qu'il y a dans ce sport, parce que je trouve ça tellement capital, et on peut pas le décorréler par rapport au simple fait de dire bah, je maîtrise bien les méthodologies, je maîtrise bien les techniques de la préparation physique, mais à côté de ça, le sport me parle pas plus que ça. On a beau Mm. avoir un super sens de l'analyse, il y a un moment donné, le sens de l'analyse, c'est bien. Mais par contre, la pratique, le ressenti, l'énergie qu'il y a dans une discipline, ça, je pense il faut quand même le toucher, le palper, sans forcément être un grand pratiquant, sans forcément être un compétiteur. Moi, pour l'exemple, j'ai préparé des mecs en motocross, en enduro, etc. Moi, j'ai passé mon permis et voilà, j'ai fait de la moto. Je suis allé rouler avec ces mecs-là à mon petit niveau, mais j'ai découvert la discipline. Quelles étaient les contraintes? Est-ce que les contraintes que moi j'avais observées, elles étaient vraiment si importantes que ça? Ou est-ce que peut-être qu'il y avait des contraintes que j'avais peut-être sous-estimé, négligé. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant, hyper important. Et c'est pour ça que j'estime qu'aujourd'hui, un entraîneur ou alors un préparateur physique peut-être encore plus, doit pratiquer plusieurs sports et doit pratiquer, comme j'aime à dire, c'est que je vais reprendre une phrase de mon pote Aurélien Broussel qui dit souvent, un entraîneur qui ne s'entraîne pas est un imposteur. Et c'est une évidence. Je veux dire, il y a un moment donné, comment on peut avoir une vision des choses et comment on peut être juste pointu, précis et aller dans le détail si à un moment donné, on n'a pas pratiqué un minimum la discipline. Je pense que c'est absolument impossible. Et du coup, il y a un truc qui, tu vois, ça me fait penser à une petite phrase que tu as dit. Mon entraîneur entraîne sur toutes les disciplines. Alors Mm. ça, je pense que les gens qui nous écoutent vont se dire, mais attends, cette nana, elle est en équipe de France. Son entraîneur la prépare pour du javelot, mais en même temps, il bosse dans d'autres disciplines. Est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu le sujet? Parce que moi, ça me parle, ça me semble indispensable qu'un entraîneur qui soit spécialisé dans une discipline en athlétisme touche un petit peu à tout, mais j'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. Alors moi, mon coach, il était lanceur de javelot. Donc Ok? voilà, ça c'est la base. De Donc lui, ça lui plus jeune, parle. il a voilà. Donc techniquement tout ça, lui, il a fait la même chose. Et après, en fait, je pense quand même que l'athlétisme, c'est alors ça dépend comment on nous l'amène, mais moi je sais qu'on me l'a toujours amené comme ça. L'athlétisme, la base quand même, c'est de savoir tout faire. En principe, dans n'importe quelle discipline, un athlète doit réussir à un peu tout faire. Alors après, au-delà de la marche, la perche, certaines disciplines, non, mais en soi, courir, longueur, hauteur, bah, voilà. Donc nous, c'est vrai que de mon club et surtout mon coach a toujours voulu qu'on parte du principe que quand on commence jeune, on fait toutes les disciplines et on se spécialise vraiment tard. Tout le monde ne fait Alors, pas forcément ça. je rebondis juste sur ce que tu dis, je te coupe parce Mhm. que c'est hyper important que les gens comprennent. Quand on parle de la notion d'athlétisme, comme tu disais, apprendre à courir, sauter, etc., on en parle beaucoup dans le milieu de l'entraînement et de la préparation physique, c'est ce qu'on parle, notamment quand on parle des gammes athlétiques, etc. Mm. Et pourquoi je rebondis là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, il y a un truc, moi, qui me choque profondément, c'est que quand on regarde l'EPS à l'école, quand on parle Mm. d'éducation physique et sportive, qu'on fait faire du 3x500, qu'on fait faire de l'endurance, qu'on fait faire plein de choses aux gamins. Moi, il y a un truc qui m'a toujours choqué. Alors, j'en discutais avec un pote qui est prof de sport qui me dit, tu sais, les choses changent un petit peu. Je lui dis, bah tant mieux, c'était le moment. Je me dis à quel moment donné on fait faire de l'endurance, à quel moment donné on fait faire des Mm. 3x500, des trucs comme ça, alors que 80% des gamins ne savent même pas courir. Ils ne Mm. savent pas courir. C'est-à-dire C'est que vrai. juste avoir une foulée qui va être fluide, qui va être propre, placée sans être dans l'extrême, on va pas en faire des rockstars de l'athlétisme, mais en tout cas qui sachent courir correctement. Mais déjà, Mm. rien que ça, c'est une aberration. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire, mais qui rejoint parfaitement ce que tu dis, parce qu'à un moment C'est donné, ça. bien sûr, c'est la base. Et en plus de ça, vous avez de la chance, vous, en athlétisme, d'avoir un sport qui n'est pas à maturité précoce. Donc, c'est-à-dire que dans Oui. toutes les disciplines, Mais c'est même véritablement, tard, hein. vous rentrez dans la haute performance jamais avant 18-20 ans, quoi. Ceux qui Ouais, se même, rentrent avant 18-20 ans, c'est vraiment des même prodiges. après. Moi, le seul prodige qui me vient en tête et qui a performé très très fort en athlétisme et très très tôt et qui a duré, c'est Kevin, Mm. Kevin Meyer, qui est de mon Mm. département et que je salue au passage. Voilà, c'est l'un des rares, quoi. Les autres, ils n'ont pas performé très tôt. Ou en tout cas, ceux qui ont performé très tôt, Ça s'arrête derrière, aussi la vite. plupart se sont cramés et ceux qui ont réussi tard, en principe, c'est pas ceux qui ont performé tôt. Donc, c'est 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 vrai. hyper intéressant ce que tu dis. Mm. Et justement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est justement que il y a dans certains sports où on peut se permettre de prendre notre temps. Et même moi, tu vois, qui suis dans un sport comme la gymnastique,
où c'est un sport à maturité très précoce. J'essaye Mm. au maximum de développer les qualités physiques au sens large du terme avant de rentrer même dans la Mm. discipline. Je te laisse reprendre, Jade. Je suis désolé, je t'ai coupé, mais c'était hyper Non, non, important pas de de faire ce souci. petit Non, point. oui, oui. Mais du coup, voilà, la base, c'est vraiment voilà, tout ce qui est le début de l'athlétisme, voilà, courir, sauter, lancer, la base. Et du coup, souvent, quand on commence, on fait vraiment du triathlon, un saut et une course à lancer. Ok. Donc, souvent, celui qu'on est le mieux, même si à l'entraînement, on les fait tous, en principe, on fait quand même celui qu'on est le mieux. Et ensuite, quand on grandit, ben voilà, selon les qualités et les envies de l'athlète, eh ben, on va se spécialiser. Et moi, mon coach, il nous a nous emmenés sur des heptathlons, des décathlons, et il fait du coup, dans les heptathlons et décathlons, il y a pratiquement toutes les disciplines. On a chez les hommes, on a perche, longueur, hauteur, et on a en lancer disque, poids, javelot, et après en course, on a des haies et du 400 et du 1500, il me semble, pour les hommes. Et pour les femmes, il n'y a juste pas la perche et pas le disque. Donc voilà. Donc en soi, vu que lui, il travaille vraiment sur la base des heptathlons, décathlons quand on est plus jeune ou du triathlon pour vraiment les tout plus jeunes, eh Mhm. ben il y a cette base de vraiment connaître toutes les disciplines. Et même nous, en tant qu'athlète, lui, il a été formé comme ça aussi, où il savait tout faire. Il faisait des haies ou dans l'entraînement, même si on fait pas du 100 mètres haies en compétition, à Ah, l'entraînement, on je travaille suis désolé, Jade, je te coupe. pas de souci, J'ai bien entendu oublier de couper. Hop, mon téléphone. Excuse-moi. Hop. pas de souci. Oh, désolé. Donc du coup voilà, l'heptathlon, décathlon, il y a vraiment une base sur tout et mon coach lui aussi a été, on va dire, éduqué à faire ses entraînements même si c'est que pour du javelot, où on fait des bondissements, où on passe des haies, où on fait vraiment un tout global. Le lancer de javelot, c'est pas juste lancer, c'est vraiment déjà un travail d'appui, savoir être explosif, tout ça. Donc du coup c'est vraiment sur un tout. Et du coup, lui, vraiment, il a toujours eu des athlètes sur, voilà, des heptathlons, décathlons, et après en lancer aussi, il a toujours eu marteau, disque, javelot, voilà, lui, ça a été toujours comme ça. Et là, par exemple, moi, j'ai un autre athlète avec moi, il a été cet hiver troisième des championnats de France junior à l'heptathlon. Et Ok. il avait gagné en décathlon il y a 2 ans, je crois, en cadet. Donc voilà, il est très performant et pareil. Et il était drôle parce que par rapport aux autres, lui, il avait pas beaucoup de muscu. Mon coach, il a vraiment voulu lui mettre. En fait, le but de mon coach, c'est de rajouter chaque année quelque chose en plus. Et du coup, lui, vu qu'il faisait déjà du décathlon, il y avait beaucoup d'épreuves et du coup, il s'entraînait pas non plus. Il Ouais. s'entraînait 4 à 5 fois par semaine. Il veut pas abuser des entraînements pour pas nous cramer trop jeunes. Et du coup, le but, c'était qu'il voit déjà toutes les disciplines pour avoir une certaine technique. Et une fois qu'il y a cette technique, il rajoutera de la force et de Ok. l'explosivité, tout ça. Et du Il y a une coup, vraie là, cette logique, année, il y a du coup une ouais, vraie logique de construction. Ça, c'est vraiment super intéressant ce que tu dis. Cette logique de construction, parce que très souvent, aujourd'hui, c'est vrai il y a un peu la hype de la préparation physique. Alors, mm, pour le coup, je vais prêcher contre ma paroisse, mais c'est vrai que cette hype de la préparation physique, à vouloir mettre de la préparation physique partout, je pense que c'est la démarche de ton entraîneur est très, très intelligente de dire on va rajouter progressivement étage après étage. Et puis on va prioriser les choses. Et aujourd'hui, ça, c'est vrai que le fait d'arriver à prioriser les choses, c'est quelque chose qui n'est pas forcément super simple, quoi. Après, il y a préparation physique et base physique. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, il faisait quand même tout ce qui était escalier, renforcement Ouais. musculaire, tout ça. Alors, je vais Mais vraiment, préciser ton le truc propos. force. Ouais, vraiment, Ouais, c'est je vais le préciser ton rapport propos. force. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, on parlait de gamme athlétique. Bien Mm. entendu, quand on va parler de toute la gamme de techniques de course, quand on va parler du travail d'escalier, quand on va parler du travail de bondissement, pour moi, c'est de la prépa. On n'est pas vraiment dans de la préparation physique. On est dans de la préparation physique au sens Oui. propre du terme, mais on est dans des choses très simples, très Mm. basiques, qui sont pour moi plus de l'apprentissage et de la connexion, des connexions motrices Mm. plus que la recherche de développement de la force au sens propre du terme pour vraiment avoir des gains significatifs. On est plutôt dans une construction des pièces du moteur, entre guillemets, et ensuite ces pièces du moteur, on va venir les développer. Partons du principe, si on veut faire de manière assez schématique, on a le moteur d'une voiture, il est commun à tous. Mais entre une Dacia et une Formule 1, c'est pas tout à fait les mêmes cylindrées. Voilà, je pense qu'on peut l'assimiler aux mêmes choses. Donc, quand on va faire du travail d'escalier, quand on va faire du travail de technique de course, on va construire le moteur
on va construire l'enrobage du moteur, etc. Et ensuite, ce moteur, on va venir l'étoffer, on va venir y mettre une vraie carrosserie dessus qui sera capable de résister et de tolérer. Voilà, c'était juste pour éclairer parce que je voyais où tu voulais en venir parce que j'ai cette idée en tête et des fois, Mm. même parfois, j'ai parfois un petit peu de mal à le faire comprendre aux gens d'une vue extérieure. Et donc, du coup, cette année, ils ont rajouté vraiment, on va dire, de la force, c'est-à-dire qu'il fait des vraies séances de musculation qu'il n'avait jamais vraiment faites par rapport aux autres de ses concurrents. Et du coup, tout de suite, il perd parce que lui, il était un petit peu pressé. Il disait, oh, les autres, ils font de la muscu, moi aussi, j'ai envie d'en faire. Pourquoi j'en fais pas? Je suis un peu moins fort, on va dire, que eux. Et au final, le fait qu'il rajoute après, bah, lui, ça lui reste, on va dire, encore des cartouches à mettre pour pouvoir progresser et rajouter quelque chose chaque année. Et c'est aussi, je pense, qui fait que mon coach, il a une bonne technique, c'est que moi aussi, chaque année, il se dit on rajoute quelque chose. Donc l'année dernière, on avait rajouté tout ce qui était étirement ou Ok, chaque année, on va rajouter un nouveau lapsus. un On se petit dit là, plus. faut voilà un petit plus pour se dire eh ben on a un petit truc en plus pour pouvoir aussi amener à. Donc malgré tout le travail, on rajoute toujours un petit truc en plus. Ouais, Donc mais voilà. je pense que, alors en plus de toi, en plus de ça, toi, tu es vraiment dans une logique de très haut niveau et de très haute performance. Mm, Donc, c'est ce que communément, c'est un terme qui a été beaucoup apporté, notamment par le triathlon, des fameux gains marginaux, où mm, on cherche, quand on a atteint un certain niveau de performance, où après on gagne plus des mètres, mais on gagne des centimètres. Ces centimètres-là, c'est ces fameux gains marginaux où on va chercher à optimiser les détails, à optimiser peut-être un positionnement de pied, peut-être à positionner une orientation peut-être un petit peu plus spécifique, un petit peu plus précise, aller chercher des amplitudes peut-être un petit peu plus importantes, etc. mm. Et ça, je trouve que cette construction-là est très intéressante. Moi, c'est un truc que je vois beaucoup dans le CrossFit et sur lequel j'essaie de beaucoup impacter, c'est de faire comprendre aux gens qu'il faut savoir prendre son temps pour ensuite pouvoir performer. Et ça, aujourd'hui, les gens ont une intention de réussite extrêmement rapide, veulent aller vite, veulent performer vite, sauf qu'en fait, ils oublient qu'il y a différentes strates à construire, différents étages avant d'arriver au sommet de la pyramide. Et quand on arrive au sommet de la pyramide, bah, les 5-10% qui restent à grappiller, ça va peut-être mettre 5 ou 10 ans pour arriver à les gratter, alors que les 95 autres pourcents, on aura mis 5 ou 10 ans pour faire les 95%, mais il faudra Mm. 5 ou 10 ans pour arriver à gagner les 5 derniers pourcents. Et en effet, cette construction telle que tu l'évoques là est tout à fait en corrélation par rapport à ce que je dis. Et du coup, je pense que les athlètes qui performent très jeunes, ils n'ont pas forcément cette force de caractère. C'est peut-être pas forcément le bon terme, mais je pense que vu qu'ils ont perfait Si, trop si, tu as vite, raison. eh ben, ils n'ont pas cette force de rester et de se dire qu'en fait, le Mm, travail, alors au-delà de progresser, déjà de rester à son niveau, c'est du travail, en fait. bien Et du sûr. coup, je pense qu'ils n'ont pas cette, ouais, je sais pas si c'est une force Ouais, si, si, mentale ou, c'est une force, il y a une notion de résilience, Mm, une notion même je vais aller plus loin parce que c'est vraiment le mot que j'utilise quasiment quotidiennement, c'est la notion de frustration. mm, C'est-à-dire que ben, on est frustré de peut-être pas pouvoir aller plus loin, mm, frustré de peut-être pas pouvoir performer plus. Des fois, tu as l'impression d'avoir le feu et puis ton entraîneur il va te dire tranquille, mollo, tu mm. vois, donc tu vas être frustré de te dire, putain, je sens que j'avais plus, mais voilà. Et ça, c'est vrai que je pense que vraiment, tu as parfaitement mis le doigt dessus, c'est cette notion de frustration. Et ça, tu vois, je fais un parallèle avec quelque chose qui arrive très souvent aussi, c'est la corrélation entre le talent et le travail. Mm. Des athlètes qui sont talentueux ne sont en principe pas des grands travailleurs, mais c'est pas forcément ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent, en principe, c'est que c'est déjà des gros travailleurs et qui, en Mm. plus de ça, ont du talent parce que les deux sont indissociables à un moment donné pour Oui, réussir dans le oui, très haut oui. niveau. Ça, c'est clair et net. Et tu as parfaitement raison. Et en principe, comme tu disais, ceux qui performent quand ils sont jeunes, bah, ils le font pas forcément parce qu'ils ont travaillé beaucoup ou parce qu'ils ont développé des qualités que les autres n'ont pas. C'est en principe souvent le talent. Mais à un moment donné, le travail finit toujours par rattraper le talent et par le C'est ça. dépasser. Donc, tu as, parfaitement raison. Tu as complètement illustré Bah, c'est vrai, bah, moi le je m'y propos. retrouve dans ça parce que je sais qu'étant jeune, j'avais des bonnes performances, mais jamais pour être prise dans des sélections. Genre, j'étais toujours à ça d'y passer, mais pas. Et du coup, c'est vrai que j'avais toujours cette frustration de me dire, purée, mais moi aussi je veux y être, moi aussi je veux me dire j'ai le niveau et ça passera directement avec mes performances. Parce que souvent on se disait, purée, à ça, j'aurais pu, à ça, j'aurais pu. Et ça a été qu'en espoir, donc il y a 2 ans où là, j'ai réussi à vraiment faire les minima demandés et être sélectionnée en équipe de France.
Et en fait, je me disais toujours, oh, je vais aller retrouver ceux que je voyais, on va dire, en équipe de France, qui ont le même âge que moi. Et au final, dans cette sélection, il y avait Ils y sont plus. ben, pas, moi, il n'y en avait pas Très peu, tant que quoi. ça, en fait, Ouais. qui étaient encore là. Parce que, en fait, je pense, bah, alors après, ils ont chacun leurs histoires aussi. Je sais pas forcément ce qui s'est passé, mais moi, j'avoue que j'ai vraiment eu cette frustration jeune. Chaque année, je me disais, purée, j'aurais pu être sélectionnée, mais c'est pas passé. Il me manque encore, il m'en manque encore. Et du coup, bah, au-delà de ça, après, ben voilà, j'avais toujours envie de plus. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais j'ai envie de prouver maintenant qu'un jour, je serai vraiment au-dessus de tout ça et qu'on pourra Ouais. même plus me parler de minima. Je serai au-dessus de ces Bah, il y a une minima et certaine que, sélection voilà. naturelle, j'ai envie de dire, parce que mine de rien, si tu es encore là, c'est que déjà tu as un niveau de résilience et un niveau de capacité à gérer la frustration qui est déjà très important. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, bah, toi, tu vas peut-être performer plus que les autres parce que toi, tu auras connu ça et que quand il va y avoir des coups durs, parce qu'il y en a dans la vie de chaque athlète de haut niveau, des coups durs, il y en a pas mal, Mm, bah, tu auras cette capacité justement à passer au-delà. Et c'est ce qui est, à mon sens, très intéressant sur des profils comme le tien. Et tu disais, on peut pas, c'est difficile de faire la transition, d'être très bon quand on est jeune et d'être très bon quand on est à l'âge entre guillemets adulte. Et c'est une expression d'un entraîneur du Pôle France d'Antibes, Rodolphe Boucher, que je salue au passage, qui disait, qui avait cette phrase que je trouvais très juste et pas particulièrement adaptée à la gym, mais à beaucoup à d'autres sports également. C'est la notion d'entraîneur cigale et d'entraîneur fourmi, c'est-à-dire la notion d'en garder à la fois un petit peu sous le pied, mais d'en mettre quand même un petit peu mm, pour que l'athlète, il ait quand même certains résultats qui arrivent à entretenir la motivation, qui fait qu'on arrive à durer un petit peu de le temps, dans le temps et qu'on arrive à le garder, parce que c'est vrai que très souvent, et ben, quand on en garde un petit peu trop sous le pied, ben, c'est peut-être, il va peut-être y avoir des contre-performances en compétition parce que nous, on mise peut-être un petit peu plus sur le futur, sauf qu'en fait, ben, des athlètes, quand ils sont jeunes, ils ont envie de performer. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que c'est peut-être pas forcément à l'âge de junior qu'il faut être bon. mm, Là où ça compte, c'est quand on arrive en sélection A, c'est là où ça compte vraiment. C'est là où on est potentiellement éligible pour des championnats d'Europe, des championnats du monde, des Jeux Olympiques. Et des fois, c'est parfois compliqué à arriver à faire intégrer. Et je pense que tu es le parfait exemple de ces athlètes qui ont peut-être pas forcément grandement performé, comme tu le disais, quand tu étais jeune, mais par contre qui sont là et où, entre guillemets, ta carrière peut-être commence finalement que juste maintenant, quoi. mm. C'est ça. Et Non, bah, du coup pour en revenir à l'objet initial de ce podcast, est-ce que tu peux nous parler de manière un petit peu plus avancée de ce que tu fais en prépa physique? Parce que bien entendu, bah, je suis tombé sur deux, trois vidéos qui m'ont bien plu parce que j'ai vu que tu intégrais un petit peu de la gym dedans, notamment un travail au bar parallèle, notamment du travail avec des mises en tension, de l'autoprojection. Et il y a beaucoup de similitudes justement entre le javelot et la gym parce que le javelot, tu vas créer alors pas une autoprojection, mais la projection d'un outil qui est le javelot. Mais on se rend compte qu'en gymnastique, en fait, nous, on est exactement sur les mêmes mises en tension avec des ouvertures de corps plus des renvois très importants. Alors nous, c'est de l'autoprojection en gym. Toi, en javelot, tu vas projeter un objet. un engin, oui, un Un engin, objet. voilà, je cherchais le terme. Tu vas projeter un engin, mais on se rend compte qu'il y a des vraies similitudes et j'ai trouvé ça très intéressant que ton préparateur physique et ton entraîneur t'amènent justement à dénaturer, à sortir un petit peu du cadre de ta discipline pour aller chercher dans d'autres disciplines. Comment vous gérez ça un petit peu? Ben, en fait, je pense que le lancer de javelot, déjà, on pourrait croire que ça vient que du bras, tout ça, que c'est de la force, mais en fait, c'est plus de la souplesse. En fait, on va parler plutôt d'un renvoi élastique. En fait, le fait de mettre de la vitesse avec les jambes au moment où on va s'arrêter, on va faire un peu un mouvement qui vient venir depuis le bassin et ensuite l'épaule va suivre ouais, un renvoi élastique En un petit peu. translation, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, pour ça, il faut être un petit peu souple. Alors déjà, moi, c'est déjà pas ma qualité de base, hein. Vraiment, je suis pas du tout souple. Je suis très explosive, j'ai beaucoup de muscles, mais la souplesse, c'est pas mon fort. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a essayé de rajouter ça. Ben voilà, le travail d'épaule est très important d'être renforcé, puisque en fait, il y a beaucoup de vitesse quand même. Alors, il y a de la force, hein, je vais pas mentir de dire qu'il y en a pas, mais c'est quand même beaucoup de. Nous, on cherche beaucoup la vitesse d'éjection, en fait. Donc, j'ai déjà eu des problèmes au niveau du coude parce que mes os étaient entrechoqués, tout ça. Ben voilà, il y a eu des fautes techniques qui ont fait que. Donc, du coup, c'est vrai que tout ce qui est haut du corps, on va vraiment chercher à être
ben voilà, on va dire léger et souple pour pouvoir lancer, on va dire correctement. Donc tout de suite le travail en gym. Alors après, on s'était un petit peu inspiré, il me semble, de Christina Oberfall. Elle Mhm. faisait tout des panoplies d'exercices sur gym. Et du coup, ben voilà, moi, mon coach, il en avait déjà fait étant jeune et il savait que la gym, ça avait un bon apport au niveau des épaules pour le lancer. Donc, du coup, on a mis ça en place. Donc, on a mis voilà, des barres parallèles. J'en fais tous les lundis. Je fais plusieurs exercices, une petite session d'exercices. On était aussi allé voir une prof de gym pour qu'elle me donne tout ce qui Ok. était des assouplissements, pour même faire le grand écart, tout ça, pour chercher vraiment à être voilà, plus souple sur tout le corps et aussi au niveau du dos parce que je m'étais fait je m'avais été fracturé une lombaire. Donc, du coup, Ok. mon dos, il est un peu droit et très, très tendu. Donc, voilà, d'essayer de l'assouplir, qu'il puisse, voilà, faire le pont, tout ça, ça a été long, très dur. Mais du coup, maintenant, j'arrive à faire du pont. Donc, voilà, c'est tous des exercices comme ça, qu'on a amenés pour être plus souple. Et on sait que la gym, bah, il y a quand même énormément de souplesse, tout ça. Donc, on était allé chercher, c'est vrai, pour rajouter, on va dire, de la souplesse, on était allé chercher des éléments dans la gym. Mais c'est vrai que l'athlétisme, alors, tu vois, j'avais cette notion un tout petit peu avec notamment Christina, oui, où il y a une vraie légende de la discipline. Et j'avais vu deux, trois vidéos où justement, ouais, en effet, elle utilisait beaucoup la gym comme outil de préparation. Mm, Mais si on veut faire un parallèle un petit peu plus large, je sais que la perche utilise énormément, énormément la gym. mm, Quand on prend les grands perchistes, Boubka faisait beaucoup de gym. Issim Bayeva, elle faisait 8, je crois que j'avais vu un reportage, elle faisait 8 à 10 heures de gym en même temps mm, qu'elle était au top niveau à la perche. Issim Bayeva, c'est la recordman du monde. Aujourd'hui, je crois que son record du monde, il est un peu plus il est à 5 mètres et des bananes, je crois, ou 5 mètres tout rond. Elle est toujours détentrice du record du monde. Et c'est vrai qu'il y a il y a une vraie, un vrai apport de la gymnastique. Et c'est vrai que les gens voient beaucoup la gymnastique comme une discipline, comme une pratique discipline, mais ils le voient pas forcément comme un outil. Et moi, c'est ce que j'essaye aujourd'hui de démocratiser et de montrer justement que bah, la gymnastique est un outil parmi d'autres et qui peut être transférable dans beaucoup, beaucoup de domaines, notamment bah, tout ce qui va être l'utilisation au niveau de la ceinture scapulaire, notamment tout ce qui va être le travail de rotation, de translation, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait plaisir de me dire, putain, bah, tu vois, il y a encore des athlètes, des jeunes athlètes, et je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça t'apporte toi aussi un petit peu de la variété, ça t'apporte un côté un petit peu fun qui te sort un petit peu aussi de ta pratique quotidienne du javelot. Donc je trouve Bon, ça après, vraiment, fun, c'est dur quand même, la bah, gym, hein. Moi, c'est c'est des dur, mais moments plus des douleurs, hein. en tout cas, ça te sort Oui. de ton quotidien et du côté un petit peu rébarbatif de ta pratique. Et ça, je trouve ça très intéressant. Est-ce que tu as senti vraiment l'apport que pouvait avoir la gym? Est-ce que tu l'intègres de toute l'année en préparation physique ou est-ce que c'est plutôt sur certaines périodes? Alors, les barres parallèles, c'est vraiment que l'hiver parce qu'en fait, on a accès au gymnase que l'hiver. Et Ok. sinon, le reste de l'année, donc voilà, il me semble, de octobre, novembre à mars. Je vais pouvoir Ouais. faire vraiment des barres parallèles. Sinon, je fais pas de barres parallèles le reste de l'année. Mais après, en fait, je vais faire des anneaux ou on va faire je sais pas si ça parle des skin the cat. Ouais, bien Et, sûr, bien sûr, bien sûr, bien voilà, sûr. des genres comme ça. Donc là, on va le faire plus du coup à l'été pour bah, voilà, travailler, on va dire, aussi les Ouais. épaules. Et après, tout ce qui est étirement ou gym, ça, je le fais toute l'année. J'ai une séance le mercredi à peu près d'une demi-heure, une heure, ça dépend. Et après, là, j'essaye de rajouter chez moi aussi des exercices, on va dire, d'étirement pour m'assouplir encore plus et d'avoir vraiment un gain, parce que je pense que j'en manque encore Ouais, beaucoup. c'est une routine vraiment Ouais, voilà. quotidienne. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, chez les gens raides, on a besoin même chez les gens qui ont des propriétés de souplesse intéressantes, il faut quand même arriver à l'entretenir. Donc chez les gens raides, forcément, Mm. ça a tendance à vite diminuer. Pour terminer, à quoi ressemble une semaine de Jeanne Maraval en termes d'entraînement, parce qu'on n'a pas parlé de scolarité, de tes projets Mm. professionnels, etc. À quoi correspond une de tes semaines? Globalement, hein, bien Alors, entendu, c'est oui, peut-être jamais oui. les mêmes, mais de Ça se manière ressemble quand générale. même. Ouais, j'ai un certain équilibre. Alors moi, j'ai arrêté mes études il y a maintenant 2 ans. J'ai un bac plus 2, j'ai un DOSTA-GAPS, c'est dans l'animation Ok. sportive. Et je me suis rendu compte que je pouvais sûrement pas travailler dans ça tant que j'étais athlète parce que ça me prenait beaucoup trop d'énergie nerveusement. Ouais, bien sûr. Donc du coup, j'ai réussi à trouver une entreprise et du coup, je travaille à mi-temps en tant qu'assistante commerciale.
Non, assistante, si, c'est ça? Ouais, il me semble que c'est ça. Bon, c'est ça le nom, mais je fais pas tout à fait tout ça. Bon, voilà, Ok, on bref. fait plein de choses. Mais du coup, voilà, je travaille à mi-temps, je suis dans des bureaux, donc comme ça, physiquement, on va dire que je me repose. Et je m'entraîne tous les après-midi, entre 2 à 3 heures, ça dépend. Tout ce qui est lundi, il y aura vraiment une séance type lancée. Donc en hiver, je vais faire beaucoup plus de balles, de medicine ball et un petit peu de javelot. Et en fait, on va tout faire au radar. En fait, nous, on mesure énormément mes séances parce on, on cherche que de l'explosivité à 100% tout le temps. Donc, en principe, là, je fais une bonne séance. Ensuite, je termine sur tout ce qui est barre parallèle, travail un petit peu physique, abdos, gainage, voilà, un petit peu tout ça. Ok. Le mardi, ça va être une séance muscu classique. C'est Romain qui me fait ma séance. Le mercredi, là, ça va être vraiment technique et c'est dehors. Toute l'année, je suis dehors, donc je fais javelot. On lance et après, on fait aussi tout ce qui est travail d'escalier. On a un petit circuit avant pour s'échauffer et tout ça. Et ensuite, je termine souvent sur une demi-heure, 1 heure d'étirement gym. Ok. Le jeudi, pareil, c'est une séance de muscu, c'est Romain qui me l'a fait. Et le vendredi, ça va rejoindre un petit peu ce que je fais le lundi. Donc, c'est pareil, séance de balle, médecine, ball, javelot, où on mesure. Et après, je termine souvent par des courses et j'essaie des fois de faire un petit peu de mobilité aussi. Mais sinon, ouais, je cours le vendredi en fin de séance. Donc, voilà, ça, Basé c'est sur la vraiment course. type. Après, quand il y a des compètes, tout ça, ça peut varier tout ça. Mais Ouais, bien entendu. Ouais. en hiver, je vais faire vraiment. On va faire, ça peut arriver que je fasse entre jusqu'à 200 et 230 jets par semaine de balles médecine ball au Ouais. radar. Donc, Ouais, on met c'est vraiment de la vraiment, quantité ouais, c'est vraiment l'hiver, énorme. quoi. C'est vraiment énorme. Ouais, Ouais, pour ceux qui se rendent pas compte, c'est vraiment des quantités, ouais, des ouais, c'est volumes qui sont beaucoup. vraiment Bah, surtout que c'est du très 100% en importants. fait. On Oui, voilà, mesure et c'est d'autant que déjà le volume est très important, mais ouais, c'est du volume à très très haute intensité. Et ouais, je c'est trouve que ce ça. qui est très intelligent, c'est qu'en réalité, tu nous dis que tu lances 2 fois par semaine concrètement, parce que Ouais, après on a 3 avec le mercredi, ouais. 3 avec le mercredi, mais où le Mais mercredi on est un peu l'hiver, plus je fais basé que le sur la mercredi technique. du javelot. Ok. L'hiver, c'est vrai que même moi, j'ai pas trop envie parce que c'est tellement fatigant après, un bout d'un moment, le radar, Ouais. que même moi, genre, vu que je suis fatiguée, je me dis que je vais pas y arriver Ouais, techniquement donc à concrètement, lancer. sur 5 à 6, alors peut-être 6 mois, ça fait peut-être un peu large, mais peut-être 5 bons mois, concrètement, tu fais du javelot une fois par semaine, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, Ouais, j'en rajoute à la fin de la période d'hivernale quand on reprend ouais, les bien compètes. entendu. Là, je relance. Mais en plus, vu qu'on est à l'intérieur, c'est vrai que c'est quand même aussi plus C'est- difficile de ouais. lancer à l'intérieur en basket parce que souvent, on lance à élan Et complet. puis les paramètres Donc, ne sont pas forcément les mêmes, comme tu disais tout à l'heure par rapport, ouais. et comme tu le dis à présent, le lancer dans un gymnase, lancer sur du tartan, c'est pas la même chose. Mm. Avec le fait de lancer en extérieur, les repères ne sont pas forcément les mêmes. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant Mais du coup, on se d'avoir. dit, le fait que par exemple, en hiver, vu qu'on lance à l'intérieur, je mets un jab de 500 grammes et on met 2 balles de tennis aux extrémités pour qu'il puisse tomber Ok, sans se fracasser. ouais, bien Eh sûr. ben, on se dit que ce javelot, comment dire, La le, balance du javelot, ouais, voilà, on va dire l'équilibre. la balance, l'équilibre n'est pas du tout le même que quand je lance un javelot. Eh oui, bien entendu. Ouais, Donc, du coup, ça va m'aider à techniquement travailler encore plus. Et du coup, si j'arrive à lancer un javelot aussi nul, on va dire un bon javelot, ça va être plus facile à ouais, lancer. bien Donc, sûr, bien sûr, bien sûr. on va dire que ces aménagements, au final, ils ont un bon. C'est bien parce qu'au final, ça va m'aider à être encore plus performante. Mais d'un autre côté, c'est quand même beaucoup d'aménagements pour réussir Oui, voilà, non, mais à faire. c'est pour ça que c'est très important. Et c'est aussi ce pourquoi j'ai créé ce podcast. C'est pour recevoir des athlètes comme toi, où tu vois, des fois, c'est très facile, notamment les journalistes putaclic, tu sais, qui, dès qu'il y a une petite contre-performance, ouais, de toute façon, on est des Français, on est des losers, etc. Mais ces mecs-là, à aucun moment donné, n'ont conscience du fait que vous ne rivalisez pas avec les mêmes armes en fait. C'est-à-dire que tu prends un mec comme Johannes Vetter, comme tu nous dis, lui, il lance 300, je vais exagérer, j'exagère, mais il a la possibilité de lancer dans les bonnes conditions 365 jours par an. Mm. Quand Jeanne Maraval a l'occasion de lancer, quand tout se passe bien, 180 jours par an, globalement. Donc, c'est-à-dire attention, les chiffres sont un petit peu Oui, tronqués, oui. mais voilà, c'est volontaire. Mais Mm. c'est comprendre qu'en fait, vous ne disposez pas, il y en a un qui est en Ligue des Champions et l'autre qui joue en CFA, quoi. En termes de moyens, attention, je parle pas en termes de performance, je parle bien en termes de moyens. C'est Mm. comme si demain tu mets Quevilly face au Paris Saint-Germain. Oui, forcément, il n'y a pas les mêmes moyens. Alors, des fois, il peut y avoir des exploits parce que, il va y avoir l'exploit individuel, mais malheureusement, bah, voilà, c'est pas les mêmes moyens. Euh,
Mais en tout cas, c'est hyper intéressant d'avoir un témoignage comme le tien, surtout dans une discipline, encore une fois, qui est pas forcément très connue. Est-ce que tu aurais peut-être un petit message à faire passer? Est-ce que tu es peut-être à la recherche de sponsors? Est-ce que tu es peut-être à la recherche de soutien financier, technologique, que sais-je? Des fois, tu sais, j'ai pas la prétention d'avoir un gros podcast, mais il suffit qu'il y ait peut-être une personne qui soit touchée un petit peu par ton témoignage ou qui s'intéresse peut-être de près à ta discipline, qui puisse être intéressé pour peut-être te soutenir. Est-ce que tu as, j'imagine, bah, un plan de financement à l'année? Comment ça se passe? Oui, alors bah, moi j'ai quand même quelques aides, on va dire, de la Ligue. J'ai un mécénat, donc c'est vrai que je suis en recherche de mécénat. Ça, c'est vrai que c'est un vrai soutien. En fait, c'est l'association, c'est mon club, c'est le mécénat au nom de mon club, mais il y a une dérogation qui fait que c'est pour moi l'argent vraiment pour m'accompagner sur mon année, parce que les stages, les javelots, ça coûte cher, ça coûte entre 1000 et 1200 euros, donc Ok. bon, on essaye de pas C'est en carbone, dépasser. j'imagine? Pas tous, non. Moi, j'en Ok. ai un ou deux en carbone, mais c'est vrai que c'est pas ceux que je préfère. Moi, je préfère les Németh, les simples. Pour le moment, ils me vont bien et j'aime bien lancer avec. Donc voilà, j'essaye d'avoir des meilleurs javelots aussi pour lancer encore plus loin. Mais c'est vrai que le plus coûteux, ben voilà, ça va être vraiment les stages. Après, j'ai quand même un équipementier sportif, donc ça déjà, c'est quelque chose de plus facile à Ouais. gérer. Mais c'est sûr que voilà, il y a un soutien financier même pour les soins, tout ça, c'est très important. Donc c'est sûr que si quelqu'un a envie de m'aider dans mon projet sportif pour que je puisse réussir, bah, ça serait avec grand plaisir et la porte est grande ouverte. Alors, je Donc noterai voilà. bien entendu, hein, comme je le fais toujours en description de l'épisode YouTube pour ceux qui le regarderont sur YouTube, les réseaux sociaux de Jade. Comme ça, vous pourrez peut-être la contacter directement. Bien entendu, si vous écoutez via les différentes plateformes Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc., bah, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter directement Jade, hein. Elle est très facilement trouvable sur les réseaux sociaux. Écoute, Jade, quoi te souhaiter pour cette nouvelle année, ce nouveau cycle? J'imagine que le point de mire est orienté du côté de Los Angeles, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est sûr que c'est un gros objectif, mais en tout cas, c'est sûr que c'est mon rêve et que je compte tout faire pour réaliser ce rêve. Je pense que physiquement, j'en suis capable. Maintenant, il faut que je réussisse à acquérir de la technique pour réussir à mettre toute cette force au bon moment et au bon endroit. Mais voilà, je pense que tout est possible, donc il n'y a plus qu'à travailler pour réussir. Pour avoir un petit ordre d'idée avant qu'on clôture cet épisode, quelle est ta meilleure performance actuellement? 56 mètres 61. Ok, et la meilleure performance mondiale? Bah, alors, à l'instant T, là, je crois que je suis dans le top 3 cet hiver avec 55. Mais sinon, le record du monde, il est à Ok, 72. Mais sinon, ok, en vrai, en ce moment, le niveau, il est quand même plutôt à 65, 66, ce podium aux Olympiques, aux Europes, au ok, monde, voilà. Je pense que si j'arrive déjà à être régulière à 60, voire 62, il y a déjà de bonnes choses qui peuvent s'ouvrir à moi. Et je sais que techniquement, si j'arrive à progresser, vraiment, derrière, il y aura gros, mais c'est le lancer de javelot, les records du monde, ils se sont faits à l'âge de 28 ans. Moi, j'en ai que 22. Je sais qu'il faut une ouais. certaine, ouais, il faut une certaine Encore une fois, expérience. la Ouais, constance c'est ça. qui va faire la différence. Et là, clairement, pour Los Angeles, l'objectif, c'est quoi? C'est déjà simplement de se qualifier ou est-ce qu'il y a il y a vraiment l'idée de se dire, il y a peut-être un coup à aller jouer ou est-ce que déjà la qualification, j'imagine qu'une qualification pour les Jeux Olympiques, c'est déjà une sacrée belle performance, comme tu disais, surtout au vu bah, des moyens dont tu disposes. Je pense que déjà, Mm. c'est une belle performance. Quelle est, quel est toi ton objectif ultime pour les Jeux? Parce que tu nous dis voilà, que tu as 22 ans, dans 4 ans, on sera à 26. Tu nous dis que les pics de performance sont à peu près aux alentours des 28-30 ans. Finalement, est-ce que Los Angeles n'est pas une rampe de lancement peut-être pour les prochains Olympiques? Quelle est ta vision là-dessus? Bah, moi, je pense que je suis très ambitieuse, donc j'ai envie Il bien faut? évidemment de me dire que je veux une médaille au jeu. Après, je pense que ça va dépendre de ce que je vais faire là sur ces trois prochaines années. Là, on va pouvoir savoir vraiment ce que on va dire ce que je peux valoir pour ces Jeux Olympiques. Mais moi, c'est sûr que j'ai l'ambition de me dire que là, à l'heure actuelle, si je vais aux Jeux 2028, c'est pour faire une médaille Ok. et vraiment on va dire, choquer les Français de se dire qu'on a une lanceuse de javelot qui peut performer. Plus que ce qu'on penserait. Mais non, mais franchement, j'ai de grandes ambitions. Après, voilà, je veux pas non plus griller les étapes. Je me dis pas que si je réussis pas à ces jeux-là, ça sera pas les prochains non plus.
En vrai, je me donne pas de limite. Je Tu sais prends que les tout choses est les unes après possible. les autres. Voilà, c'est ça. Je sais que j'ai du potentiel. Je sais que si je travaille, ça marchera. Après, je sais que si je me blesse, ben voilà, ça peut retarder aussi des échéances, tout ça. Donc, voilà, je le prends comme je dois le prendre. Je me dis que voilà, je sais où je sais que je veux aller. Je fais tout pour m'améliorer et pour travailler encore plus et voilà, être le plus sérieuse possible dans mes entraînements et pour performer. Mais en tout cas, voilà, je sais où je veux aller. Donc, je vais tout faire pour. Je me donne pas de limite et je sais que vraiment tout est possible et accessible. Donc, voilà. Ok. Et ben en tout cas, merci, merci pour cette fraîcheur. Ça fait plaisir d'avoir des jeunes athlètes pleins d'ambition parce qu'aujourd'hui, on sait que en France, c'est souvent quelque chose qui est mal vu, où on trouve que les athlètes sont trop arrogants quand ils annoncent clairement leurs intentions, ou qu'ils se mouillent pas assez quand ils osent pas assez le dire, et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance à m'agacer, et je suis pas le seul. Je pense que ça agace. Donc vraiment, en tout cas, merci, merci Jade. C'est un échange encore une fois passionnant. Bien entendu, cet épisode, comme je l'ai dit tout à l'heure, il sera retrouvé sur YouTube, sur les différentes plateformes, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et j'en oublie certainement. Donc, Jade, encore une fois, mille merci. On te souhaite plein de bonnes choses, bien entendu, pour cette nouvelle saison. Et puis, ben, écoute, pourquoi pas se réenregistrer un podcast à l'aube de Los Angeles, où tu nous annonceras que tu es qualifié et que tu vas vendre cher ta peau pour aller chercher une breloque pour notre beau pays. Donc en tout cas, Jade, encore une fois, mille merci. Et puis je te souhaite en tout cas une très bonne continuation. Eh ben, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir échanger. C'était vraiment très constructif. Donc, merci beaucoup et j'espère qu'on on fera ce podcast. Bah écoute, avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite les amis et n'oubliez pas la devise pardon, de ce podcast. Seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant. N'hésitez donc pas à partir un petit peu à contre-courant comme Jade a pu vous le montrer dans cet épisode. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao les amis.